Bonjour à tous, bienvenue pour la deuxième édition du coup de ce webinaire organisé par Modo, l'agence digitale nantaise. Je suis ravi de vous retrouver pour une deuxième édition. Aujourd'hui, je vais être accompagné de Sylvain, qui est responsable communication marketing chez Boost My Mail, et on va pouvoir parler de l'employee advocacy, en gros, comment on peut faire de ses employés des ambassadeurs. On va vraiment pas perdre de temps. L'idée, c'est effectivement d'avoir 30 minutes de webinaire et un peu de temps pour questions par la suite. Mais l'idée, c'est aussi de rentrer rapidement dans le vif du sujet. Sachez qu'il y aura un replay qui sera disponible et pour ceux qui sont intéressés, il y aura aussi un livre blanc qui sera accessible. Vous pourrez faire la demande directement dans les commentaires. J'avance rapidement juste pour présenter. Modo, on est une agence digitale composée d'une quinzaine de personnes nantaises, la fusion de deux agences qui existaient depuis 8 ans qui s'appelaient Monsieur Lucien et la boîte à donuts, et on accompagne du coup des TPE, des PME, des ETI dans leur communication digitale à travers trois grands axes: le développement web, la conception de web qui représente 40% de notre activité, des leviers web marketing liés aux enjeux de référencement naturel, référencement payant, aux pubs sur les réseaux sociaux, au community management ou à la rédaction de contenu, et bien sûr une partie conseil et formation qui va représenter la 30% de notre activité. Depuis 2014, si on prend en compte l'historique des deux agences avant la fusion, on a accompagné plus de 700 clients et sur plein de secteurs d'actifs différents. Vous avez quelques noms ici de start-up, de grands groupes, de sociétés dans l'industrie, d'e-commerce pur et dur, dans le secteur de l'immobilier, de la santé, du tourisme, du voyage. Et c'est une volonté au sein de l'agence Modo de vraiment travailler sur différents secteurs d'activité. Voilà pour la rapide présentation de l'agence Modo. Et Sylvain, je te laisse la parole pour présenter Boost My Mail. Bonjour à tous. Merci Julien pour l'invitation à ce webinaire. Donc Boost My Mail, c'est une société qui a été créée en 2018. On est basé à Saint-Herblain, donc juste à côté de Nantes. Aujourd'hui, c'est une dizaine de collaborateurs et aujourd'hui, on arrive à peu près à 70 000 utilisateurs de notre solution. Et notre solution, c'est une solution de gestion des signatures mail. Donc la solution des signatures mail, elle va se découper en deux grandes fonctionnalités. Donc c'est clairement un outil qui est destiné au service com et service marketing. Ça peut être aussi un peu le service informatique. Et donc en termes de fonctionnalité, on est sur un sujet d'image de marque et un sujet de campagne marketing ou d'employé advocacy. Donc pour l'image de marque, c'est que le chargé de com s'assure que sa signature, que la signature de ses collaborateurs soit la même pour tous et que chacun ne fasse pas un petit peu ce qu'il veut de son côté. Donc sa première grande fonctionnalité. Deuxième fonctionnalité, c'est de pouvoir diffuser des campagnes marketing grâce à des bannières ou d'utiliser les bannières pour la partie employé advocacy, c'est ce qu'on va parler un petit peu plus tard. Et donc pour ça, c'est d'insérer des bannières cliquables et donc de s'assurer que les bannières qui sont diffusées par vos collaborateurs restent à jour, et enfin de suivre des statistiques à ce sujet. Et donc on est sur une solution qui est compatible sur Microsoft et aussi sur Google. Super. Merci Sylvain. Alors a priori, on a des petites coupures de son. Est-ce que Sylvain, quand tu parles pas, est-ce que tu peux couper ton micro? Okay. A priori, ça ferait des petits parasites. On va rentrer du coup dans le vif du sujet et parler d'employé advocacy. Rapidement, l'idée, c'était de reposer un peu les bases sur l'employé advocacy. C'est un terme qu'on entend énormément aujourd'hui, qu'on utilise un peu à toutes les sauces. Et l'idée, en fait, l'employé advocacy, c'est selon lequel les employés d'une entreprise deviennent des ambassadeurs de marque, des ambassadeurs actifs. Effectivement, aujourd'hui, rien de mieux que quelqu'un qui recommande votre entreprise, votre marque, que ce soit en B2B ou en B2C. Et aujourd'hui, il y a des vraies stratégies qui sont mises en place pour justement travailler cette stratégie d'employé advocacy. On sait que les employés sont vraiment les meilleurs défenseurs d'entreprise, à condition évidemment qu'ils soient satisfaits des valeurs, de sa culture, des offres et des conditions de travail. En quelques chiffres sur l'employé advocacy, ce qui ressort selon la dernière étude qui a été faite par Sociable, c'est que 84% des consommateurs écoutent les recommandations de leurs amis, de leur famille, avant toute forme de publicité. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de ces fameux influenceurs, mais c'est vrai que vous, dans vos cercles proches, vous écoutez ce qu'on dit, et donc ça fait sens évidemment d'avoir cette notion de recommandation auprès des proches et de la famille. Les leads qui sont développés par le marketing social des salariés convertissent 7 fois plus souvent que les autres leads. Évidemment, lorsqu'un collaborateur prend la parole au nom de l'entreprise, on va avoir des taux de conversion qui vont être bien supérieurs et le contenu qui va être partagé par les employés reçoit 8 fois plus d'engagement. Pourquoi? Souvent pour deux choses. Souvent le profil
de collaborateurs, notamment sur LinkedIn, est mieux valorisé que les pages, et aussi parce que finalement, un collaborateur qui prend la parole sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux, bah, on sait bien que c'est un contenu qui va pas être charté par l'entreprise, va avoir sa libre parole, sa libre pensée, et donc ça aura beaucoup plus d'impact que finalement une tonalité parfois trop corporate d'une entreprise. Et puis enfin, on a 79 des entreprises interrogées qui ont déclaré être plus visibles après avoir mis en place un employé advocacy. Donc c'est vraiment l'actu du moment, l'employé advocacy, que beaucoup d'entreprises cherchent à mettre en place. Pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, on va parler de l'employé advocacy sur différents supports, notamment sur LinkedIn et sur les signatures de mail avec Sylvain. Et puis, on fera un petit plus aussi sur l'offline, mais il y a d'autres moyens de travailler, bien sûr, sa stratégie d'employé advocacy. Sur LinkedIn, on a des principales étapes. Avant de démarrer sur ces principales étapes, je voulais remettre quelques éléments de contexte. LinkedIn qui a été racheté par Microsoft maintenant il y a 6-7 ans. On a 25 millions d'utilisateurs en France et les 25-34 ans aujourd'hui représentent 57% des utilisateurs. La première étape, ça va être de définir des objectifs. Alors là, évidemment, je suis vraiment dans une logique très marketing, très appliquée à la théorique, mais il faut absolument avoir ces objectifs en amont. C'est quoi les objectifs d'une stratégie d'employé advocacy pour votre activité? Est-ce qu'on est là pour générer de la notoriété, pour travailler une marque employeur, pour générer des leads, pour améliorer de engagement? Il faut que vous puissiez identifier ces objectifs et que vous puissiez, bien sûr, un indicateur en face qui vous permette d'analyser les retombées. Là, vous avez deux petits screenshots. À gauche, c'est des statistiques LinkedIn sur le nombre d'impressions, donc le nombre de vues sur différents contenus au fur et à mesure dans le temps. Et puis, vous avez à droite un petit screenshot de Google Analytics. Je ne présente pas, mais on est capable aujourd'hui de mesurer sur un site internet, le trafic qui provient de posts LinkedIn en particulier, qui génère des conversions, de connaître le taux d'engagement. Et c'est ça qu'il faut analyser pour savoir si finalement votre stratégie d'employé advocacy fonctionne le mieux possible. Alors, a priori, j'ai un petit souci de micro, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le couper. Tout simplement, est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? On va partir du principe que oui, et puis on va continuer. La deuxième étape, définir des objectifs, donc c'est très bien. La deuxième étape, c'est de sensibiliser les équipes aux enjeux de l'employee advocacy. D'accord? Une des premières choses, bien sûr, c'est de pouvoir communiquer auprès de ces équipes. Et nous, ce qu'on recommande, c'est de profiter souvent d'un événement. Ça peut être un séminaire, un colloque, un atelier, une réunion en interne, pour prévoir une première sensibilisation auprès des équipes. L'objectif, c'est d'identifier de potentiels profils qui pourraient s'impliquer un peu plus et qui sont intéressés. En fait, l'idée, c'est d'investir du temps, des ressources humaines, parfois des ressources financières, auprès de ceux qui vont être un peu plus enclins à jouer le jeu. D'accord? Si on prend une entreprise de 100 collaborateurs, quand on a une sensibilisation, on sait qu'on va avoir peut-être 10-15% qui va se détacher. Et l'idée, c'est de capitaliser dans un premier temps sur eux, plutôt que de se dire on va absolument travailler notre stratégie d'employé advocacy auprès des 100 collaborateurs parce qu'on sait qu'on aura de la déperdition. Évidemment, quand on parle de LinkedIn, on essaye de travailler une charte graphique cohérente. Ça part par les bandeaux, par les profils, c'est des choses basiques. Mais ce que je voulais, là où je voulais revenir sur un sujet important, c'est que ça ne peut pas être imposé. D'accord? On ne peut pas imposer à un collaborateur, à une collaboratrice de jouer le jeu sur LinkedIn. C'est impossible parce que le profil est bien sûr sa propre propriété. Donc, c'est libre à lui ou à elle de faire ce qu'il souhaite sur son profil LinkedIn. Malheureusement, s'il a envie de dire que la Terre est plate, il pourra dire que la Terre est plate, même si c'est le nom de votre entreprise qui est affiché sur son profil LinkedIn. Deuxième étape, une fois qu'on a identifié, ou plutôt qu'on a sensibilisé, identifié des collaborateurs, l'idée c'est de les former. D'accord? Il n'y a rien de pire que de confier un outil à des collaborateurs et des collaboratrices si on ne leur donne pas les clés de compréhension de cet outil. Donc l'idée c'est de les faire gagner en productivité, de les faire monter en compétences, notamment sur LinkedIn. OK, comment fonctionne LinkedIn? C'est quoi les bonnes pratiques? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Comment fonctionne l'algorithme? Comment je réponds, je modère des commentaires? L'idée, c'est de donner un peu les clés justement du camion pour qu'ils puissent justement mener à bien des actions et qu'ils y voient un intérêt dans le développement de leur propre visibilité, mais aussi peut-être pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Qui dit formation dit aussi accompagnement. Ce qu'on constate, nous, chez Modo, c'est que quand on a une formation auprès de collaborateurs ou d'équipes de différentes directions, c'est qu'on a un engouement, bien sûr, qui va arriver après la formation parce que c'est encore frais. Et donc, on sait que sur les prochaines semaines, les premiers mois, on a un engouement dans la publication de contenu.
Mais s'il n'y a pas d'accompagnement dans la durée, en fait, le soufflet risque de retomber. L'objectif, c'est vraiment de maintenir la dynamique dans la durée et donc de pouvoir proposer à ses collaborateurs un accompagnement qui va être adapté. Un accompagnement qui peut venir de la direction ou qui peut venir d'un partenaire extérieur, justement dans la durée pour répondre à des points de blocage, pour répondre à des questions, pour les challenger et aussi pour les alimenter en contenu. On y reviendra par la suite parce qu'on sait bien, le contenu, c'est vraiment le nerf de la guerre lorsqu'on veut prendre la parole, notamment sur LinkedIn, que ce soit pour une entreprise ou pour des collaborateurs. Créer du contenu, j'en parlais justement, c'est vraiment l'axe crucial qui va permettre de faciliter, de simplifier le relais de vos collaborateurs. Le contenu, c'est vraiment la clé lorsqu'on veut prendre la parole de façon globale sur les réseaux sociaux et c'est un des enjeux indispensables pour une entreprise, cette nécessité du coup de créer du contenu. Et pour ça, en fait, il faut créer du contenu pour l'entreprise et le mettre à disposition des collaborateurs, mais aussi sensibiliser les collaborateurs pour qu'ils puissent le personnaliser comme ils l'entendent. D'accord ? Le risque, c'est de se retrouver avec des collaborateurs et des collaboratrices qui font des copier-coller de contenu qu'on va retrouver sur une page entreprise. Et malheureusement, ça aura beaucoup moins d'impact. Il faut que le collaborateur ou que la collaboratrice ait sa propre tonalité, justement, pour que son audience s'identifie bien à son contenu. Le contenu, une fois qu'il est créé, il faut qu'il soit diffusé. Alors, je vous ai listé là quelques solutions qu'on a testées qui sont intéressantes. Il y a notamment OnePush, qui est une solution qui passe par WhatsApp. C'est une société OnePush qui va vous permettre typiquement de créer une interface et qui va envoyer ses contenus directement sur WhatsApp. C'est-à-dire que vous avez un contenu que vous souhaitez véhiculer auprès de votre collaborateur, vous rédigez le message dans OnePush et qui va l'envoyer en fait sur le WhatsApp de vos collaborateurs qui pourront accepter ou non de publier ce contenu. Et ça veut dire que ce contenu en fait sera diffusé directement sur leur profil par la suite. Mais on peut utiliser aussi des outils comme Slack ou comme Microsoft Teams avec des canaux qui vont être dédiés justement à ces personnes et pousser le contenu directement sur ces canaux pour qu'ils puissent le récupérer et créer leur contenu. Et puis ça peut être plus classique via des groupes LinkedIn ou des messages privés en fait sur LinkedIn. On va pouvoir du coup diffuser ce contenu pour que chaque collaborateur, chaque collaboratrice puisse le partager et puisse surtout essayer de se le réapproprier si on veut chercher un maximum de visibilité. Créer du contenu, c'est très bien, les accompagner dans la durée aussi, mais l'idée, on se rend compte que ce qui fonctionne le mieux, c'est de pouvoir partager les retombées des actions menées. L'objectif, c'est toujours de garder une implication auprès des collaborateurs et un moyen efficace de garder cette implication, c'est de leur partager les résultats obtenus, leur montrer tous les 3 mois, tous les 6 mois, une fois par an, en fonction de la volumétrie évidemment, leur montrer les résultats obtenus et leur montrer que grâce à leur implication, la visibilité, le nombre de leads, de prises de rendez-vous, de formulaires de contact, je dis n'importe quoi, a augmenté vis-à-vis de l'entreprise. En partageant en fait ces retombées, vous leur montrez que finalement l'investissement qu'ils mettent dans peut-être l'alimentation de leur profil LinkedIn contribue au développement de la visibilité de l'entreprise sur LinkedIn et donc ça va les pousser potentiellement à continuer d'être impliqués dans la durée. Donc ça, c'est très important de pouvoir partager l'impact réel des actions qui vont être réalisées et de ne pas avoir peur de tester différentes choses, parce que le social media n'est pas une science exacte, donc il faudra tester différents contenus, parfois laisser la parole à des collaborateurs et des collaboratrices pour qu'ils aient envie de tester des contenus différenciants et pouvoir mesurer l'impact qu'on va avoir derrière. Donc voilà en gros pour les principales étapes lorsqu'on parle effectivement d'employee advocacy sur LinkedIn. Et maintenant, Sylvain, je vais te laisser la parole pour voir comment on peut intégrer justement ces fameuses signatures email. Ok, et du coup, la partie signature mail et notamment les bannières, la réflexion est un petit peu la même que pour la partie réseaux sociaux. Donc, si je reprends un petit peu la base de la création de la fonctionnalité des bannières chez Boost My Mail, la création des bannières chez Boost My Mail avait pour objectif d'accompagner les services market dans leur campagne marketing. Donc, on avait une réflexion qui était un peu plus business et qui, avec l'employé advocacy, est devenue un peu plus une fonctionnalité pour votre image de marque. Donc, la fonctionnalité des bannières, en fait, l'idée à la base, c'est que l'email est un canal qui est utilisé au quotidien par vos collaborateurs. Ils envoient énormément de mails à vos partenaires, fournisseurs ou même clients, prospects.
Et donc, en intégrant des bannières dans leur signature de mail, ça donne de la visibilité à votre entreprise et ça vous permet de communiquer sur différents sujets. Donc, dans une réflexion un peu plus business, on est sur des sujets sur la participation à un salon, sur une offre promotionnelle, sur les soldes d'été. Donc, l'objectif principal était celui-ci. On a rajouté des fonctionnalités qui permettent de planifier vos campagnes, de dire, bah, tiens, mon salon se termine le 30 juillet, donc je veux que ma campagne s'arrête le 30 juillet, qu'on arrête de diffuser ma participation à un salon après telle date. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place. On a mis une gestion des priorisations. On est sur une communication traditionnelle sur votre solution. Et à un moment donné, vous avez une grosse actualité, un gros salon. Et ben, vous allez prioriser cette bannière par rapport à une autre. Vous allez pouvoir créer vos bannières directement depuis Canva qui est connecté à Boost My Mail. Donc, ça va faciliter votre utilisation au quotidien et vous allez pouvoir faire de l'A/B testing, donc tester plusieurs bannières en disant, bah, tiens, laquelle fonctionne le mieux et ensuite garder que celle qui aura le plus performé. Donc, voilà, donc ça, c'était la réflexion sur le côté très marketing, très business. Et donc, sur la partie employé advocacy, on est sur le même fonctionnement, mais ça va être le contenu du message qui va être complètement différent. Et là, vos collaborateurs vont être du coup des ambassadeurs de la marque, mais par rapport sur un côté beaucoup moins business. Donc, on est sur le même canal, donc qui est toujours très utilisé. Et donc, en utilisant des bannières qui vont être axées sur votre image de marque, vous allez gagner en visibilité, en notoriété et surtout en image de marque. Hop. Et du coup, l'avantage de la bannière par rapport à un emailing, c'est exactement la même conclusion que tu disais que toi, Julien, tu parlais sur les réseaux sociaux. Une marque qui communique sur ses réseaux sociaux, ça va avoir une image très, très business, alors que si c'est un employé qui partage le même message dans sa signature de mail, il y aura une perception beaucoup moins business et beaucoup plus humaine. Et donc, c'est pour ça que l'email au quotidien a un meilleur taux d'ouverture que l'emailing. Hop, on va pouvoir passer à la slide suivante. Et donc là, en fait, pour vous donner quelques exemples d'utilisation, j'ai pris l'exemple d'A56. Donc A56, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le groupe dans lequel est notamment Boost My Mail. Donc A56 utilise pas mal les bannières pour améliorer leur image de marque. Et donc là, j'ai pris différents sujets sur lesquels ils communiquent de manière régulière. Donc, il y a un gros volet sur la partie recrutement. On peut le voir ici avec 3 bannières, donc les 2 du milieu et celle en bas à droite. Donc là, ils vont être sur les collaborateurs vont pouvoir faire la promotion auprès de leurs partenaires, fournisseurs, vont pouvoir parler des campagnes de recrutement chez A56. Et après, on va avoir des visuels qui vont être beaucoup plus axés sur l'image de marque. Donc, notamment les 2 en haut à droite, où là, A56 va communiquer sur le fait qu'ils soutiennent je trouve pas le mot, mais des causes, merci Julien, des causes importantes. Et tout en bas à gauche, on va plutôt voir des événements sur lesquels des collaborateurs ont participé, ce qui va permettre de donner une meilleure image de marque auprès de vos partenaires, clients, fournisseurs, etc. Donc, c'est un canal assez discret qui ne va pas être très intrusif, mais qui va être beaucoup plus humain et donc normalement qui va être beaucoup mieux perçu par les personnes qui vont voir vos signatures de mail. Ouais, je rebondis sur ce que tu disais, du coup, Sylvain, et effectivement, nous, pour avoir Boost My Mail dans nos signatures de mail, on voit bien que l'équipe, évidemment, envoie des dizaines de mails chaque jour à des clients, et le fait d'avoir différentes bannières qui permettent de communiquer typiquement sur ce webinaire ou sur d'autres sujets, d'autres actualités, fait que l'information, en fait, passe beaucoup mieux, et surtout, ça permet directement à nos collaborateurs ou à nos collaboratrices d'échanger sur ces sujets avec leurs clients, avec leurs partenaires en direct, sans avoir toujours, en fait, j'ai envie de dire, le poids de la communication de marque d'une entreprise, qui est très bien, mais parfois qui est un peu trop soit lisse ou soit trop corporate. Voilà, tout à fait. Et donc, dans ce qui peut être aussi imaginé, c'est que la personne qui s'occupe de la création des bannières sur la plateforme crée plusieurs bannières sur des thématiques différentes. On peut avoir, par exemple, un visuel sur le recrutement, un visuel côté purement business et un visuel sur la participation à un événement ou soutenant une cause. Et le collaborateur va pouvoir choisir quelle bannière il préfère diffuser de son côté. Ce qui
peut être assez pratique pour les personnes qui ne veulent pas, je sais pas, faire la promotion d'une campagne de recrutement, par exemple. Et donc, si on arrive sur la slide suivante, donc celle-ci, si on résume la fonctionnalité de Boost My Mail, on va retrouver comme ça la signature, on va dire, idéale, où vous allez pouvoir à la fois parler de votre collaborateur, l'identifier très clairement avec sa fonction, avec sa photo, son numéro de téléphone, donc quelque chose d'assez traditionnel, pouvoir mettre directement un call to action pour pouvoir faire de la prise de rendez-vous avec votre collaborateur, mettre le logo de votre entreprise, mettre les pictos de vos réseaux sociaux. Donc ça, c'est pareil, ça vous permet de ramener du trafic directement, soit sur vos réseaux sociaux, soit sur votre site internet. En tout cas, les personnes qui liront les mails de vos collaborateurs seront informées de votre présence sur les réseaux sociaux. Et ensuite, la dernière partie, la partie bannière, dans laquelle vous allez pouvoir intégrer des bannières soit business, soit plus employé advocacy, et ces bannières sont bien évidemment cliquables, et donc vous allez pouvoir après récupérer toute la partie statistique et voir que telle campagne a bien performé, que sur la partie employé advocacy, vous avez un tel sujet qui performe plus qu'un autre, et donc vous allez pouvoir comme ça vous réajuster au quotidien et améliorer vos campagnes. Et si on arrive sur la dernière slide, et donc là on va pouvoir parler davantage de fonctionnalités. L'outil va vous permettre de créer différents types de signatures. Vous allez pouvoir vraiment ajouter tous les éléments que vous voulez, avec notamment, on conseille fortement de mettre les liens vers votre site internet et vers vos réseaux sociaux pour améliorer votre trafic, pour avoir plus de trafic sur ces canaux. Et après, vous allez pouvoir segmenter vos collaborateurs, soit parce que vous avez plusieurs filiales, soit parce que vous avez le secteur, la comptabilité qui n'a pas d'intérêt à diffuser des bannières, et donc vous allez lui créer un groupe bien particulier pour celle-ci. Et à l'inverse, vos commerciaux, eux, vont vouloir avoir que des bannières très commerciales, et donc vous allez pouvoir créer un groupe pour eux pour qu'ils diffusent uniquement des bannières commerciales. Vous allez pouvoir paramétrer vos signatures pour avoir une signature qui est différente entre un nouveau mail et un mail en réponse, pour pas avoir des grands pavés et des historiques d'emails qui sont à rallonge. Et vous allez pouvoir aussi intégrer les signatures de vos collaborateurs sur votre CRM. Comme ça, si les commerciaux utilisent par exemple celle-ci ou Salesforce, Boost My Mail peut se connecter à ce CRM, et donc les commerciaux qui enverront des mails depuis ce CRM auront également la même signature de mail, et donc en termes d'harmonisation de votre signature, vous serez nickel. Donc voilà les possibilités que propose Boost My Mail, et notamment sur la partie employé advocacy. Merci Sylvain. J'avais une petite question du coup sur les signatures de mail. Est-ce que Boost My Mail propose des statistiques un peu sur les clics qui peuvent être générés sur ces signatures? Oui, donc là, on a des statistiques, oui, clairement sur chacune des campagnes, savoir combien il y a eu de clics, On ne sait pas qui a cliqué, on ne sait pas d'où proviennent les clics, mais on a le chiffre pour savoir quelle campagne a le plus performé. Ça permet aussi de faire de l'A/B testing à ce sujet. Et demain, on pourra avoir, là, on est en train de travailler sur une refonte de nos statistiques, et donc à partir de début septembre. C'est le gros chantier de l'été. À partir de début septembre, on pourra même savoir que c'est tel collaborateur qui a eu le plus de clics sur ces campagnes. On ne saura pas qui aura cliqué, mais on saura que c'est tel collaborateur qui performe le plus avec ses signatures de mail. Ok. Et autre petite question, du coup, est-ce que dans les signatures de mail, on peut du coup intégrer aussi des liens UTM, par exemple, pour ensuite analyser le trafic d'un site web qui provient de la signature? Oui, complètement. Les UTM fonctionnent très bien, sont compatibles avec notre solution. Pas de souci là-dessus. Super, merci Sylvain. Je devance quelques questions qui étaient dans le chat. Merci du coup pour ton retour là sur les signatures de mail. Je voulais profiter aussi de ce webinaire pour pas longtemps, mais ne pas oublier le offline, parce que évidemment dans certaines structures, on peut être confronté à des collaborateurs, des collaboratrices qui sont beaucoup moins connectés à leur adresse email, ou qui n'ont pas d'adresse email parce qu'ils sont vraiment dans de la production, de l'opérationnel. Et il y a quand même des solutions aujourd'hui qui existent. Nous, il y a une solution dont on a entendu parler qui s'appelle Steeple, qui est intéressante, et peut-être qu'il y en a d'autres. N'hésitez pas à les partager aussi dans
dans les commentaires. En fait, l'idée, c'est de pouvoir se dire, alors plutôt souvent sur des plus grosses structures, mais de se dire que l'information qu'on peut retrouver sur LinkedIn, sur un blog, l'actualité, les signatures de mail, il faut qu'elles soient visibles de tous et de toutes. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir la mettre à disposition. Donc, Steeple va permettre justement de diffuser cette information sur des panneaux d'affichage dynamiques qu'on va retrouver sur des grands écrans et qui vont permettre d'avoir différentes informations qui vont remonter. Ça peut être un fil d'actu sur LinkedIn, ça peut être des derniers retours, des derniers commentaires qui sont remontés, les dernières actualités d'un blog. Tout ça aussi va contribuer finalement à développer la stratégie d'employé advocacy. Parce que c'est vrai, quand on parle employé advocacy, on parle souvent digital, c'est ce qu'on a en tête, mais l'employé advocacy, ça passe aussi par le réseau de tous les jours, hein, le fait que ce week-end, vous allez être en famille et vous parlez en bien de votre société, de la dernière offre, du dernier produit, du service que vous proposez, et ben ça contribue aussi à cette stratégie d'employé advocacy. Donc c'est pour ça que ça me paraissait important de ne pas non plus oublier ce côté offline qui est très important et qui est demandé en plus de plus en plus par les clients qui ont des enjeux là-dessus, en disant c'est très bien l'employé advocacy, mais je ne peux pas mettre une partie de mon équipe à côté de ces enjeux et de cette stratégie, d'où l'intérêt de réfléchir aussi à d'autres solutions complémentaires. Le dernier point qu'on voulait évoquer avec vous, c'est bien sûr l'analyse des retombées. Alors pour ceux peut-être qui me connaissent, je suis assez saoulant sur ce sujet-là, entre guillemets, mais c'est indispensable de pouvoir mesurer les retombées. C'est pour ça que je posais les questions à Sylvain sur un peu les statistiques, des liens UTM, ce qu'on peut avoir sur Boost My Mail, mais c'est très important de pouvoir mesurer les retombées pour que finalement les actions que vous allez mettre en place ne soient pas juste des bouteilles à la mer que vous jetez en espérant que ça puisse vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, qui dit analyse des retombées, dit objectif, comme on en a parlé au tout début de ce webinaire, avec des indicateurs de performance qu'il faut analyser. Si on parle de LinkedIn, évidemment, on va pouvoir analyser les impressions uniques, les nombres d'abonnés, l'évolution, le taux d'engagement. Ça, c'est évident. Quand on regarde un site internet, bien sûr, on peut se coupler à un outil qui permet d'analyser les statistiques, Google Analytics ou Matomo ou Piwik. Il y a des gros enjeux en ce moment en termes de RGPD, de respect des contraintes de la CNIL. Je ne vais pas y revenir, mais ça sera le sujet d'un webinaire qu'on mettra en place à la rentrée. Mais on peut définir des objectifs justement de conversion sur un site web et je suis capable, quand je parlais du thème avec Sylvain, de me dire, tiens, sur 100 formulaires de contact remplis, je me rends compte qu'il y en a 7 qui proviennent de nos signatures de mail, par exemple. Et donc, ça a de la valeur si on arrive à suivre ces indicateurs dans la durée pour mesurer nos actions. Et puis, bien sûr, du coup, en offline, on peut mesurer aussi des statistiques quand on va sonder des collaborateurs pour savoir s'ils ont bien eu l'information et essayer de calculer justement comment l'information circule auprès de nos collaborateurs, est-ce qu'elle est bien comprise? Et ça, c'est un indicateur qu'on va pouvoir suivre dans la durée. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé là des retombées des signatures mail, mais on en a parlé juste avant avec Sylvain. On va pouvoir avoir des statistiques finalement sur vos signatures de mail, des statistiques qui vont être précises et qui vont permettre de savoir peut-être que certains bandeaux sont plus cliqués que d'autres. Pourquoi? D'essayer de comprendre. Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que effectivement c'est le format? Est-ce que c'est le contenu visuel qui attire plus le regard que d'autres? Et ça, c'est des informations qui vont être importantes dans la durée pour vous lorsque vous allez vouloir optimiser, pérenniser votre stratégie d'employé advocacy. On arrive à la fin de cette demi-heure. On respecte parfaitement le timing, donc c'est super. On vous a prévu un livre blanc pour ceux ou celles que ça intéresse. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire directement en commentaire de cette vidéo. Sylvain ou moi, on vous contactera directement sur LinkedIn pour vous envoyer ce livre blanc. Donc, vous nous laissez un petit message. Le livre blanc m'intéresse. J'aimerais avoir le livre blanc. Bref, ce que vous voulez, on aura compris. On vous sollicitera par la suite. Je vois qu'on a quelques questions dans le chat. La première question, et qui revient assez régulièrement, c'est quel temps il faut consacrer à une stratégie d'employé advocacy? Et malheureusement, je vais vous faire une réponse de Normand. C'est impossible de savoir. Ça va dépendre évidemment du nombre de collaborateurs, de collaboratrices que vous allez avoir dans votre structure, des enjeux aussi que vous avez derrière, et puis des outils que vous voulez mettre à disposition. Évidemment, quand on est 3 collaborateurs, c'est pas la même chose qu'une PME pour 500 personnes. Ce qui est sûr, c'est qu'une stratégie d'employé advocacy, j'ai envie de dire, comme toute stratégie de communication, marketing, etc., elle doit démarrer
par des objectifs et des indicateurs. Ça, c'est le premier point qui est indispensable. C'était un peu le début de la présentation, mais c'est vraiment indispensable à ce moment-là, de vraiment définir ces indicateurs. S'il n'y a pas ces indicateurs, vous allez mettre en place des actions, mais vous n'allez pas pouvoir analyser les retombées et ça serait vraiment dommage du coup de ne pas pouvoir analyser ces retombées dans la durée. Le deuxième point qui est très important sur l'employé advocacy, il faut absolument que ça soit quelque chose qui soit mis en place, mais que ça soit pas du bullshit, d'accord? Que ça soit pas du bullshit juste pour dire on a une stratégie d'employé advocacy et pour faire bien, il faut vraiment que ça soit construit. Et c'est pour ça que les différentes étapes qu'on a listées et que vous pouvez retrouver dans le livre blanc, je vois qu'on a pas mal de demandes finalement sur le livre blanc et c'est très bien, vont peut-être vous permettre de vous guider dans les différentes étapes. L'employé advocacy, c'est pas juste de faire une formation pour les collaborateurs et leur dire maintenant c'est à vous de jouer les jeux. L'employé advocacy, c'est pas juste leur envoyer un mail parce qu'on leur a fait des bandeaux et des photos de profil chartés et leur dire maintenant vous les mettez en place sur vos profils LinkedIn. Il faut absolument effectivement qu'il y ait un accompagnement dans la durée pour que vous puissiez avoir de véritables retombées. Je vois qu'on a une autre question qui apparaît, je la partage. Élodie qui nous demande les partages commentés des contenus pages entreprises peuvent faire l'affaire dans le cadre d'une employé advocacy. Alors, c'est un début. Alors, ce qu'il faut savoir notamment sur LinkedIn, c'est que le partage est mal valorisé dans l'algorithme LinkedIn. Vous avez un collaborateur qui clique sur le bouton partager d'un contenu et qui le met sur son profil, c'est mal valorisé par l'algorithme. C'est un peu mieux si évidemment il y a un partage et que le collaborateur donne son avis, mais la bonne pratique pour l'algorithme, c'est vraiment de reprendre le contenu initial et qu'il crée lui-même son propre post avec ses propres mots, évidemment, même s'il peut être guidé, aidé, parce que c'est pas toujours facile de prendre la parole. Ça, c'est vraiment la meilleure pratique, j'ai envie de dire. Après, bien sûr, c'est déjà mieux que rien si le collaborateur ou la collaboratrice, tout simplement partage ce contenu. J'espère que j'ai répondu à votre question, Élodie. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions auxquelles on pourrait répondre. Je vois une autre question et qu'on nous pose souvent. Ça coûte combien de mettre en place une stratégie d'employee advocacy? Ça dépend. Ça va dépendre, encore une fois, là où vous voulez aller. Ça peut être, commencer par s'équiper par une solution Boost My Mail et par exemple. Mais l'idée, encore une fois, définissez vos objectifs en amont. Commencez pas à vous équiper ou à prévoir une formation si vous n'avez pas des objectifs et des indicateurs qui sont quantifiés et que vous allez pouvoir analyser. Donc, c'est impossible de répondre à cette question-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir compter plusieurs milliers d'euros, évidemment, au moins au démarrage, pour pouvoir lancer cette stratégie d'employé advocacy. Si on parle de s'équiper d'une solution comme Boost My Mail, avec une formation, avec un accompagnement, un atelier de sensibilisation, des reportings qui permettent de montrer les statistiques. Après, peut-être que vous avez les ressources en interne pour faire finalement toutes les actions d'employé advocacy. C'est possible. Parfois, ce qui remonte des clients qu'on peut accompagner, c'est que finalement, ils ont du mal à passer le message et ils se rendent compte qu'il y a un blocage parce que ça vient de la direction. Et parfois, le fait d'avoir un regard extérieur fait que finalement, ce message peut mieux passer. On avait une question. Aujourd'hui, comment motiver les collaborateurs à faire partie de ce programme? Qu'a-t-on véritablement à proposer? Alors, qu'est-ce qu'on a à proposer? Comment on les motive? Déjà, en fait, c'est leur faire comprendre que s'ils sont actifs, je parle notamment sur LinkedIn, s'ils sont actifs sur LinkedIn, ils vont potentiellement réussir à atteindre plusieurs objectifs. Le premier, c'est contribuer au développement de la visibilité de l'entreprise. Donc, si l'entreprise se développe, c'est potentiellement des nouveaux marchés, plus de chiffre d'affaires, une garantie pour leur poste, évidemment. Donc ça, il faut être clair avec eux. La deuxième chose, et je pense qu'il faut être clair avec tous les collaborateurs et les collaboratrices qui vont jouer le jeu sur LinkedIn, c'est que plus ils sont actifs sur LinkedIn, plus aussi ils vont s'ouvrir des opportunités. Pas tout de suite peut-être, parce qu'il faut un peu de temps, mais à 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ils vont s'ouvrir des opportunités parce que plus ils vont être actifs finalement, plus ils vont aussi attirer le regard des personnes, de partenaires ou peut-être aussi de concurrents. Il faut être très transparent là-dessus. Et donc, peut-être que ça va leur permettre d'ouvrir de nouvelles opportunités professionnelles à terme. Et puis, ça peut leur permettre aussi juste d'atteindre leurs objectifs personnels. Je suis business développeur, commercial, chargé d'affaires, chargé de communication. Le fait d'être sur LinkedIn et actif, en fait, ça va me permettre d'atteindre mes objectifs. Donc, c'est un enjeu aussi pour moi à titre perso.
On a une question de Virginie. Bonjour, en cas de résistance de certains qui ne veulent pas. En fait, pour moi, c'est ce que je disais avec l'atelier justement pour essayer de déceler les personnes qui sont les plus susceptibles d'être intéressées, c'est de commencer par sensibiliser finalement les personnes et à former les personnes, pardon, qui vont être les plus enclins à jouer le jeu. D'accord? Ceux pour qui vous savez que ça va être un non ferme et définitif, pour l'instant, il faut les mettre de côté, il ne faut pas les saouler avec à chaque fois la nécessité de partager du contenu sur LinkedIn, de jouer le jeu, etc. Leur profil LinkedIn leur appartient, donc ils font ce qu'ils veulent. Dans la signature des mails, évidemment, c'est leur mail professionnel, ça appartient à l'entreprise, donc je peux être un peu plus maître et dire, bah voilà, je veux pousser ce contenu, et là-dessus, vous êtes en droit de faire ce que vous voulez, entre guillemets. Mais sur le profil LinkedIn, s'il y en a qui ne veulent pas le jouer le jeu, eh ben, il faut, entre guillemets, les mettre de côté, se dire, je vais plutôt me concentrer sur les 5, 10, 15, 20, 30, 50 qui ont envie de jouer le jeu, je vais les former, je vais les accompagner. Et l'idée, en fait, c'est qu'en interne, ça vienne d'eux. Et peut-être que la personne qui était réfractaire il y a 6 mois, quand elle va voir 15, 30, 40, 50 personnes jouer le jeu, va se dire à un moment, OK, à force d'échanger à la machine à café, à la pause déjeuner, va se dire, OK, maintenant je comprends un peu mieux et peut-être que je suis enclin à jouer le jeu. Mais l'idée, c'est ne perdez pas d'efforts, de temps sur des personnes qui, de toute façon, n'auront pas envie de jouer le jeu. Après, rien ne vous empêche, de temps en temps, de relayer certaines actus auprès d'eux. Et le dernier point, c'est aussi essayer de travailler en fait le contenu pour pas que ça soit du contenu uniquement publicitaire ou commercial. C'est-à-dire que si à chaque fois que vous poussez du contenu à vos équipes et qu'à chaque fois, en fait, c'est des posts pour mettre en avant, pour dire qu'on est les meilleurs, pour dire qu'on est leader, pour dire qu'on sait faire ci et ça, bah, finalement, il y a un moment où ça revient qu'à mettre en avant l'entreprise et ça, ils vont pas se reconnaître dans ce contenu-là. Donc, c'est important de travailler avec eux et de se dire, OK, quelle typologie de contenu vous auriez envie de partager finalement sur vos réseaux sociaux et de se dire, bah, dans la logique de création de contenu d'entreprise, il va peut-être falloir réorienter un peu ça. Une autre question, on a beaucoup de questions sur LinkedIn. N'hésite pas, hein, Sylvain, si tu veux rebondir sur quelque chose. Vas-y, vas-y. Tac, c'est bon. Je me permets de compléter ton propos, ce qui fonctionne assez bien avec les signatures de mail, d'un point de vue bannière, c'est de demander à des collaborateurs d'écrire des articles sur le blog sur des sujets qui les intéressent. Donc pas spécialement de lien avec le business, mais on va rester sur le même secteur d'activité. Généralement, ils ont une appétence pour un sujet qui va être assez proche du secteur d'activité de l'entreprise, de publier l'article sur notre blog et donc de partager, de donner de la visibilité sur cet article grâce aux bannières. Donc ça va être une simple bannière où il y a la photo du collaborateur, le nom de l'article et d'inviter les personnes à venir lire l'article. Donc il y a une notion, enfin, là les gens sont plus sensibles à partager ce genre de bannière parce que c'est de valoriser un collaborateur. On est très loin du côté business, on est très loin du côté retour sur investissement, mais on est vraiment sur un sujet très humain. Et donc là, les collaborateurs n'ont aucun souci à partager ce genre de contenu. Ouais, tu as tout à fait raison, Sylvain. Je vois qu'on a une autre question du coup de Catherine. Comment garder la maîtrise des contenus postés car cela peut s'avérer contre-productif? Comment sortir du programme un collaborateur qui, in fine, nous mettrait plus en difficulté qu'en avant? Alors effectivement, on a des cas de figure, nous, avec certains clients, où des collaborateurs vont jouer le jeu, mais vont se prendre en photo devant des pièces qui peuvent être un peu confidentielles, vont citer un client confidentiel, vont bref, plein de cas de figure. Là, ce qu'il faut essayer de déterminer en amont, c'est une charte un peu des bonnes pratiques quand vous sensibilisez justement vos collaborateurs, quand vous les formez en disant bah voilà, il y a une charte, il y a 10 points, quelque chose qu'ils peuvent imprimer, mettre dans leur tiroir ou qui peut être accessible rapidement en fonction des outils digitaux que vous utilisez et auxquels ils peuvent se référer. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire? Alors, c'est pas, entre guillemets, ils peuvent faire ce qu'ils veulent hein, sur leur profil LinkedIn, mais c'est plus qu'effectivement, si je révèle des informations confidentielles et que j'ai pas le droit, bah là, je vais à l'encontre du contrat de travail que j'ai signé et je risque d'avoir évidemment des problèmes. Donc, il faut absolument là-dessus cadrer un peu les choses sans imposer non plus. Il faut laisser la possibilité aux collaborateurs de potentiellement prendre une photo, même si elle est floue, bah, c'est pas très grave. En fait, il prend la parole sur son profil LinkedIn. C'est parfois compliqué dans les plus grosses structures où effectivement tout est charté, normé, et on va avoir du mal à se dire que finalement un collaborateur qui prend une photo, ah bah non, elle est floue, sa vidéo n'est pas qualitative, c'est pas très grave en fait sur LinkedIn. S'il faisait la même chose finalement sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux, on le verrait même pas et
et ça ne porterait, et on n'y attacherait pas d'importance. Sur le profil LinkedIn, comme c'est un peu plus visible, tout de suite on s'inquiète. Mais finalement, il vaut mieux un collaborateur qui soit actif, même si sa photo est floue, la prise de son est pas top. Regardez, nous on a commencé notre webinaire, on avait des problèmes de son. C'est pas très grave entre guillemets. Au contraire, c'est le côté humain et ce qui fait que son audience va s'identifier un peu plus à ça. Après, on peut faire des points pour réajuster évidemment au fur et à mesure et donner des bonnes pratiques, des astuces pour que le contenu soit plus qualitatif. Et comment sortir du programme un collaborateur? Là, c'est compliqué. On ne peut pas dire à un collaborateur, je veux plus que tu publies du contenu sur LinkedIn. Encore une fois, c'est son profil. Par contre, évidemment, s'il commence à avoir des zones de tension avec le collaborateur, voilà, c'est de lui expliquer que effectivement, ce qu'il publie sur LinkedIn quand il dit du mal de l'entreprise, je prends un exemple évidemment extrême, nuit évidemment à la société et qu'à un moment, ça peut rentrer aussi en conflit avec le contrat de travail. Que si effectivement on veut sortir un collaborateur parce que malheureusement il fait des erreurs dans ses publications, il n'est pas juste, etc., c'est de lui expliquer et peut-être justement continuer ce travail, éduquer, sensibiliser pour justement corriger quelque chose de négatif en quelque chose de positif. On a une question. Ne comptons-nous pas trop sur le fait que les collaborateurs soient impliqués dans le développement de l'entreprise? Ça, c'est une très bonne question. Et peut-être que la stratégie d'employé advocacy, elle n'est pas pour tout le monde, elle n'est pas faite pour tout le monde, pas pour toutes les entreprises, et évidemment, elle n'est pas faite pour tous les collaborateurs, pas pour tous les collaborateurs au sein d'une entreprise. Certains ont un enjeu parce que, encore une fois, ça peut être un enjeu pour atteindre leurs propres objectifs. Les chargés de com, les commerciaux, les chargés d'affaires, eux vont peut-être y avoir un intérêt beaucoup plus palpable. D'autres, effectivement, c'est moins palpable, mais ils ont envie de jouer le jeu parce que peut-être ils sont bien dans leur entreprise et qu'ils se disent, oui, j'ai envie de mettre en avant mon entreprise parce que je trouve que c'est bien ce qu'elle fait, etc. Donc, bien sûr, cette stratégie d'employé advocacy, peut-être que pour beaucoup d'entreprises, les entreprises ne sont pas prêtes à aller sur ce sujet parce que les collaborateurs ne veulent pas en entendre parler et parce qu'ils ne sont pas dans un domaine, dans un secteur où c'est un sujet. Et dans ces cas-là, c'est à vous, évidemment, de prendre le pouls par rapport à ça et de vous dire, est-ce que c'est pertinent par rapport à notre besoin, nos activités, finalement, d'impliquer nos collaborateurs? Après, est-ce que finalement, on compte trop sur nos collaborateurs? Ça va dépendre des philosophies d'entreprise, j'ai envie de dire. Certains ont envie d'impliquer leurs collaborateurs, d'autres pas du tout. Bien sûr, il y a des enjeux qui peuvent être de notoriété business derrière, mais on peut aussi le voir comme une finalité commune de se dire, finalement, c'est pour l'épanouissement de la boîte, l'épanouissement des collaborateurs. Mais je le répète encore une fois, c'est pas du tout une fin en soi. Au sein de notre agence, il y a plein de personnes qui publient pas forcément du contenu sur LinkedIn et c'est pas du tout un problème et c'est pas un reproche qu'on va leur faire. Autre question qu'on avait, l'argument du développement d'opportunités à long terme n'est-il pas un peu léger? Je pense pas, très honnêtement. Je vous partage 2 cas de figure qu'on a eu auprès de clients qu'on a accompagnés. Un dirigeant qui dit, moi, si mes collaborateurs jouent pas le jeu sur LinkedIn, ils ont rien à faire dans ma boîte et ça va très mal se passer. L'autre dirigeant qui nous dit, moi, je veux surtout pas qu'ils soient actifs sur LinkedIn, sinon ils vont se faire débaucher et on galère à recruter. Donc je pense que l'argument du développement d'opportunités, donc c'est-à-dire qu'un collaborateur qui est actif sur LinkedIn, à terme, c'est des opportunités. Je pense que non, c'est pas léger, mais je pense que c'est qu'une partie des arguments. C'est-à-dire que les arguments, encore une fois, il y en a plusieurs. Si je suis actif sur LinkedIn, je contribue au développement de la visibilité de la boîte, je contribue à ce que la boîte finalement puisse croître aussi, je contribue potentiellement à atteindre mes objectifs, c'est quand même ce qu'on attend de moi potentiellement au sein de l'entreprise. Et évidemment, il y a un côté, je me fais bien voir de mon employeur, ça va de soi, quand on est actif sur LinkedIn, après l'idée c'est pas de le faire juste pour être bien vu de son employeur, on est bien d'accord. Et puis le dernier argument qui est de dire, plus vous êtes actif sur LinkedIn, plus vous allez vous ouvrir des opportunités, plus ça vous permet d'être en veille sur vos secteurs, ça me semble assez pertinent en fait d'avoir un mix de ces différents arguments pour essayer d'impliquer les collaborateurs sur ces différents enjeux. On arrive du coup à la fin de ce webinaire. Merci en tout cas pour toutes ces questions. S'il y en a d'autres, évidemment, n'hésitez pas à nous solliciter sur LinkedIn directement ou par mail. On vous mettra nos coordonnées à la fin. Pour ceux ou celles que ça intéresse, on a un WhatsApp professionnel qui existe chez Modo. En fait, toutes les semaines, on voit 3 actus digitales, des tendances, des bonnes pratiques, des nouveautés dans le secteur du digital. Donc, ça peut parler de référencement, ça peut parler de social media, ça peut parler de choses un peu loufoques, d'intelligence artificielle, etc. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ce WhatsApp.
C'est un WhatsApp professionnel, donc c'est pas un groupe dans lequel vous allez avoir 1000 personnes qui échangent, ça serait juste un enfer et c'est pas du tout l'objectif. C'est un WhatsApp professionnel, donc en gros, c'est une liste de diffusion, ça veut dire que vous allez recevoir votre WhatsApp en one-to-one. D'accord? Donc si ça vous intéresse, vous pouvez scanner le QR code et vous inscrire à ce WhatsApp. C'est uniquement un WhatsApp par semaine. On n'utilise pas votre numéro de téléphone pour quoi que ce soit d'autre, c'est évident. Donc voilà, pour ceux que ça peut intéresser, n'hésitez pas à vous inscrire via le QR code. Vous avez le lien aussi directement dans les commentaires que vient de partager Axel. Et puis, si vous avez loupé le coche, n'hésitez pas à nous recontacter pour y avoir accès. On arrive à la fin du coup de ce webinaire. Vous avez nos coordonnées, Sylvain et moi. Vous pouvez bien sûr nous ajouter sur LinkedIn. On sera ravis de répondre à vos questions. Pour ceux ou celles qui ont envie de recevoir le livre blanc, je répète, n'hésitez pas du coup à mettre en commentaire que vous êtes intéressé. Ça nous permettra de vous identifier et de vous solliciter sur LinkedIn pour vous envoyer le livre blanc qui sera finalisé normalement d'ici demain. Je vous remercie en tout cas pour votre participation, pour vos questions. Il y en avait plus de 400 inscrits sur ce webinaire, donc c'est une belle réussite et ça montre que le sujet intéresse. D'ici quelques heures, ou plutôt on va dire quelques jours, le replay sera aussi disponible alors sur la page LinkedIn, effectivement, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Donc si vous avez besoin de le reconsulter, parce que c'est vrai que le rythme est assez soutenu, il ne faudra pas hésiter. Sylvain, un grand merci en tout cas pour ta présence et puis j'espère à très bientôt pour un prochain webinaire. On fait une petite pause pendant l'été, mais on reviendra rapidement en septembre. Merci à tous. Bonne journée.